Bonjour. L'organisation de l'islam est à l'ordre du jour depuis des décennies. Malgré cette ancienneté, les imams étaient les grands absents de ces réunions à répétition. Mais tout cela a pris fin en 2015 et depuis cette date et ces examens de conscience, ces révisions, c'est l'heure des bilans à sonner, les imams se trouvent au centre de controverses médiatiques et de tractations au sein de la communauté musulmane. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un nouveau-né intitulé le Conseil théologique des imams du Rhône, qui a été créé par les anciens responsables du Conseil régional du culte musulman de la région. Et nous avons le plaisir d'accueillir un de ses initiateurs, Azzeddine Kassi. Merci d'être venu. Alors, Azzeddine Kassi, vous êtes connu localement et même à l'échelle nationale, puisque vous avez été le fondateur de la mosquée Othman. Et je pense que le choix du nom de Sidna Othman n'est pas fortuit, vu les attaques à répétition qui l'accusent, le troisième calife, d'avoir falsifié le Coran. Il y a même une chaire au Collège de France qui est devenue le haut lieu de ces attaques. Et donc la mosquée Othman date de 2006, je crois, à Villeurbanne, qui est un peu atypique puisque vous êtes... Elle date de 1983, elle a été reconstruite, oui, démolie, reconstruite et inaugurée en 2006. 2006. Maintenant, elle est devenue presque une mosquée cathédrale, comme on dit. Avant, c'était une mosquée, pas de... Une petite mosquée, oui. Voilà. À l'origine même, c'était une salle dans une chapelle, en fait. Voilà. Et donc, vous êtes imam recteur, ou recteur imam. Puisque c'est vous qui dirigez la prière du vendredi, ouais. Tout en étant professeur de physique à la Doua et plus spécialement à l'INSA, ouais, l'Institut national des sciences appliquées. Et plus précisément dans une école d'ingénieurs qui s'appelle CPE ou OSCPE, École supérieure de chimie physique électronique. Très bien, et qui est pas très loin de la mosquée. Là, donc vous avez oui, à quelques kilomètres, la Providence qui vous épargne les agréments. D'ailleurs, la mosquée, on l'appelle la mosquée des intellectuels parce qu'elle est très fréquentée par les étudiants, les enseignants et les intellectuels. C'est un nom bien mérité puisque vous faites des séminaires où vous attirez des chercheurs de toute la région, ancienne région Rhône-Alpes et peut-être bientôt Auvergne, puisque vous avez une élite musulmane, d'intellectuels musulmans, généralement de formation scientifique, mais qui ont une très forte demande pour connaître l'islam et le faire connaître. Et vous avez été 2 fois président du Conseil français du culte musulman. Conseil régional. Et vous avez été membre du conseil d'administration du premier CFCM, si je me souviens bien. Premier mandat, 3 mandats, depuis 2003, depuis sa création en 2003. Ouais. Très bien, donc vous êtes assez légitime pour nous parler de ces questions au sujet desquelles il y a un halo d'imprécision, il y a des chroniqueurs religieux qui en parlent en pointillé. Donc l'opinion et les musulmans en particulier ont besoin de précisions à ce sujet. Donc, première question, pourquoi ce conseil, pourquoi d'abord cet intitulé Conseil théologique des imams du Rhône? Alors, Conseil théologique des imams du Rhône, on a voulu éviter le Conseil des imams du Rhône. Ça aurait été beaucoup plus simple, certes, de l'appeler Conseil des imams du Rhône. Mais comme on a vu qu'au niveau national, il y avait beaucoup de conseils dits théologiques. Et comme... Il y avait déjà un Conseil des imams depuis le premier CFCM et un plus récent conseil théologique. Il y a le Conseil théologique des musulmans de France. Au sein du CFCM, ils ont créé aussi à un moment donné un conseil théologique. Mais comme nous tenons beaucoup à notre indépendance, c'est une des choses la plus importante sur laquelle nous tenons. Nous sommes les imams. Il y a une 50aine d'imams qui sont membres de ce conseil théologique. Parce que la région Rhône-Alpes, c'est une des régions les plus importantes de France. Appelée l'Île-de-France, vient de la région Rhône-Alpes. On estime à peu près à 600 000 le nombre de musulmans, 250 lieux de culte musulmans. C'est une très grande région. Et département du Rhône, il y a pratiquement, on estime à peu près à 300 000 le nombre de musulmans.
ou de culture musulmane, on va dire, et une centaine de mosquées, et pratiquement tous ont adhéré à cette idée de conseil des imams, et pour nous différencier des autres et pour nous montrer, parce que nous tenons véritablement à notre indépendance, nous avons ajouté le mot théologique, donc conseil des imams du Rhône ou conseil théologique des imams du Rhône. Les raisons, vous l'avez dit dans l'introduction, moi je suis membre du CFCM depuis sa création. J'ai été dans le conseil du CFCM, du Conseil français du culte musulman depuis 2003. J'étais secrétaire du CRCM à sa création. C'était Kamel Raptan, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, qui était le premier président du CRCM Rhône-Alpes à l'époque. J'étais élu président à 2 reprises, 2 mandats de 2005 à 2008. Et de 2008 à 2011, j'ai été élu président du CRCM. Donc je connais très bien ce qui se passe, ce qui se dit au sein de cette instance représentative de l'islam de France. Et vous savez que dès sa création, elle devait s'attaquer à un certain nombre de problèmes, une dizaine de dossiers, et notamment la formation des imams, la construction de mosquées, l'organisation des aumôneries, des hôpitaux, des prisons et de l'armée, l'islamophobie, le dialogue interreligieux. Il faut dire effectivement que si on peut, on va en parler peut-être un tout petit peu tout à l'heure, si on dresse un bilan de ce qui s'est fait pendant pratiquement 15 ans, on voit que, mis à part peut-être l'organisation des aumôneries et encore des prisons, des hôpitaux et de l'armée, il n'y a aucun dossier sur lequel on a avancé véritablement. Et je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parce que les imams ont toujours été mis de côté, éloignés de cette instance représentative de l'islam de France. Et moi, je suis de ceux, ou nous sommes de ceux qui pensent que si nous voulons une véritable organisation, une véritable structure qui représente tous les musulmans de France, indépendamment de leur école, indépendamment de leur origine, indépendamment de leur formation aussi, il faut absolument donner à l'imam la place qu'il mérite. Il doit être au centre de cette représentation parce qu'il est tout simplement le premier représentant spirituel de l'islam. Il doit être au centre, il n'est pas représentant de la structure, mais il doit être au centre, il doit être écouté, il doit être respecté. Et c'est vers lui qu'on se tourne quand il y a des questions très importantes, et notamment celle sur laquelle on discute aujourd'hui. Vous savez qu'on a lancé les États généraux de la bioéthique. Qui peut parler de la bioéthique, de la GPA, de la PMA, de l'euthanasie? Ce n'est que l'imam pour nous dire, pour nous orienter si est-ce que c'est conforme ou pas à l'islam. Sur ces questions-là, on ne donne jamais aux imams l'occasion de se présenter. C'est pourquoi il faut le mettre au centre. Ensuite, autour de cette formation des imams, qui est informelle pour le moment, mettre une autre structure qui aura à négocier avec les préfectures, avec les politiques, avec l'administration de façon générale, pour régler les problèmes de l'islam et des musulmans de France. Pourtant, dès la fondation du CFCM en 2003, je me souviens qu'il y avait eu la création d'une dizaine de commissions, dont une chargée de la formation d'imams. Et je me souviens très bien que le responsable qui était venu solliciter mon aide, très modeste, c'était Abdallah Boussouf, de Strasbourg. Qui est au Maroc actuellement. Oui, qui a eu de plus hautes fonctions, mais qui s'occupe, paraît-il, encore de l'islam en France, d'une partie. Et donc, on a pensé au problème des imams dès 2003, mais on ne s'en est pas occupé. Alors, pourquoi? On ne s'en est pas occupé. Vous savez, on estime à peu près à 2500 le nombre de... Comme vous le savez, le nombre de lieux de culte en France, c'est des lieux de culte, hein, ce n'est pas des mosquées. Certains disent que c'est beaucoup, d'autres c'est pas beaucoup, mais quand on compare la France aux pays avoisinants, quand on compare la France à l'Allemagne, ce à quoi on compare la France généralement à l'Allemagne, à l'Angleterre. En France, il y a à peu près, on estime le nombre de musulmans à 6 millions à peu près. On représente à peu près 10% de la population nationale. Si on compare avec l'Allemagne, il y a autour de 4 500 000 musulmans et ils représentent 3 à 4% de la population nationale. En Angleterre, on estime à peu près 2 700 000,
3 millions, on va dire. Oui, la France, c'est la plus forte communauté musulmane d'Europe. Plus forte communauté musulmane en Europe, mais le nombre de lieux de culte en France, 2500, c'est des lieux de culte. Hein. Tout le monde sait que l'immense majorité des lieux de culte, ce sont des salles de prière dont la superficie ne dépasse pas les 200 mètres carrés. Des mosquées avec un minaret, comme la Grande Mosquée de Paris, comme la Mosquée de Lyon, il y en a à peu près une centaine en France. Il y en a seulement 40 qui disposent d'un minaret. Donc toutes les discussions sur le minaret en France qu'on a eu quelques années, c'était de la diversion en fait. Quand on compare avec l'Allemagne, 4 millions de musulmans, 3500 mosquées. Mais c'est de véritables mosquées. La plus petite mosquée fait quelques milliers de mètres carrés avec minaret. Quand on compare avec l'Angleterre, pratiquement 2000 lieux de culte, mais 2000 mosquées. Donc il y a très peu de mosquées en France. Ça, c'est concernant les mosquées. Et concernant les imams aussi. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'imams qui viennent de l'étranger. Sur le 2500 lieux de culte, on estime le nombre d'imams à 2000 à peu près, dont 300 viennent de l'étranger, 120 qui viennent de l'Algérie, 120 imams qui viennent de Turquie, un petit peu moins de 100 imams qui viennent du Maroc, 300 à peu près, cela représente à peu près 20%. Et l'immense majorité des imams, effectivement, on a un problème de formation, il faut le dire, de la formation des imams. L'immense majorité, une grande partie des imams n'ont pas une formation. Des imams ne maîtrisent pas véritablement le français, ne connaissent pas le contexte français, c'est-à-dire la réalité sociale, économique et politique dans laquelle vivent les musulmans de France. Et donc on estime aujourd'hui qu'il faut... Et d'ailleurs, c'était le premier dossier sur lequel devait s'atteler le Conseil français du culte musulman. C'était la formation des imams. Parce que avec tout ce qui se passe, nous avons besoin d'imams dont le rôle est d'orienter, d'encadrer, de cheminer avec les jeunes, justement, quand ils viennent les voir et pour pouvoir cheminer avec les jeunes, pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir répondre, nous estimons que l'imam doit s'appuyer à la fois sur l'authenticité des textes religieux, nusus al-shar'iyya al-sahiha, al-Qur'an al-Sunna, le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la relativité de l'histoire et de la géographie, c'est-à-dire la réalité sociale, économique et politique dans laquelle vivent les musulmans de France. Ce dossier-là, alors je ne vais pas polémiquer aujourd'hui, mais ce dossier-là n'a pas véritablement fonctionné parce que, moi je vous dis le fond de ma pensée, parce que ceux qui étaient à la tête du Conseil français du culte musulman, malheureusement, ont montré qu'ils n'étaient pas les représentants de tous les musulmans, mais souvent c'était les ambassadeurs de pays étrangers, donc c'est forcément, on ne pouvait pas avancer dans ce dossier. C'est aujourd'hui qu'on essaie de trouver véritablement des solutions pour mettre en place une véritable formation des imams. Oui, mais les ambassadeurs des pays musulmans concernés par l'immigration, ils sont en concertation avec le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay, depuis 20 ans, et ils ne voient aucun inconvénient à ce qu'il y ait une formation qui réponde aux demandes de l'opinion française. Aujourd'hui, il y a même eu des accords depuis 2015 signés entre le ministre de l'Intérieur chargé du culte, Bernard Cazeneuve, qui a été probablement l'un des meilleurs, qui s'est occupé très sérieusement, sans doute parce qu'il n'avait pas d'ambition présidentielle. Il faut craindre le pire du ministre de l'Intérieur. Quand il veut devenir président, c'est l'islam qui est instrumentalisé à des fins électorales. Or, Cazeneuve, c'est celui qui s'est occupé, évidemment, il était obligé à cause des attentats, qui ont été un tournant dramatique. Et il y a eu des accords signés avec les 3 pays, l'Algérie, le Maroc et la Turquie. Mais du point de vue résultat, le bilan est très maigre en matière de formation d'imams localement. Les imams qui viennent d'Algérie notamment, d'Algérie et du Maroc, je ne parle pas de ceux qui viennent de Turquie, les imams qui viennent d'Algérie et du Maroc ont une véritable formation des imams. Ceux qui viennent d'Algérie aujourd'hui, ils sortent de l'université de l'Amir Abdelkader qui est à Constantine. Ils ont toutes les compétences pour être imam, khatib, imam salawat al-khams. Et ils étaient déjà imams en Algérie. Et ils étaient déjà en fonction en Algérie. Ouais. La compétence théologique, ça, je pense que tout le monde est convaincu. Aujourd'hui, les responsables politiques en Algérie, par exemple, il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi, je me rappelle quand on insistait sur le fait que
l'imam de France ou l'imam en France doit absolument parler français. Ça posait des problèmes il y a quelques années en arrière. Quand on leur disait que l'imam, Khutbat al-Jumu'ah, il y a une partie qui devrait être en arabe, bien sûr, c'est tout à fait normal, mais une partie qui devrait être en français, ça posait un problème. Ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ils le comprennent beaucoup mieux parce qu'ils savent que dans une mosquée, vous venez dans une mosquée en France, moi je fais Khutbat al-Jumu'ah, il y a 2000 personnes. Sur les 2000 personnes, plus de 80% ne comprennent pas l'arabe. Donc quand vous faites un discours, une khutbah, un prêche de 30 minutes, de 40 minutes, 80% de personnes qui ne comprennent pas ce que vous dites, ça ne sert absolument à rien. Moi, personnellement, j'accordais pas beaucoup, dans le passé, j'accordais pas beaucoup d'importance au khutab al-Jumu'ah, c'est-à-dire les prêches du vendredi. J'accordais beaucoup d'importance à des conférences. Je vous donne un exemple très simple. Hier, j'étais à Givors, j'ai fait une conférence. Il y avait peut-être au maximum une centaine de personnes. Quand vous faites Khutbat al-Jumu'ah, vous avez 2000 personnes. Parfois, vous allez à la mosquée de Paris, peut-être vous avez plus de 3000, 4000, 5000 personnes. Et c'est retransmis par Radio Orient, en plus. Et donc, vous avez peut-être 20 minutes, 30 minutes, où l'imam s'exprime face à 2000, 3000, 4000 personnes. Et qui plus est, n'ont pas le droit de s'exprimer, n'ont pas le droit de rectifier l'imam pendant 30 minutes. Vous imaginez le nombre d'informations, le nombre de messages que l'on peut passer. Et je pense qu'il faut absolument profiter de cette khutab, de ces prêches du vendredi, pour corriger un certain nombre de choses, pour corriger un certain nombre de choses sur cette image de l'islam qui ne cesse de se dégrader. Ce message-là n'était pas suffisamment audible de la part des politiques il y a quelques années. Aujourd'hui, ils le comprennent parfaitement. Donc ils ne sont pas contre le fait que les imams de France soient formés en France ou quand ils sont formés à l'étranger, il faut absolument qu'ils maîtrisent à la fois les textes, moi je le dis souvent, il faut absolument qu'ils aient cette double compétence, la compétence des textes, la compétence du contexte et la langue du pays. Quand je suis en France, je dois savoir m'exprimer en français. Quand je suis en Angleterre, je dois savoir m'exprimer en anglais. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas à la langue arabe la place qu'elle doit occuper. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est juste pour être compris voilà. par les fidèles, quoi. Pour faire passer le maximum de messages possibles, et notamment pendant la prière du vendredi. Oui, alors vous avez déjà un nombre assez important, 50 adhérents. Est-ce que c'est des imams libres ou c'est les détachés peuvent... Du moment que c'est un imam en exercice, on l'accepte. Hein. On a dit les imams qui sont détachés, ça ne représente pas beaucoup, 30 sur 2000 pratiquement, ça représente... 300 sur 2000. 300, voilà, 300 sur 2000, c'est pas beaucoup. Et moi, personnellement, je ne suis pas contre le fait que des imams viennent d'Algérie, du Maroc ou de la Turquie. Et je pense que l'Algérie fait attention aujourd'hui parce que les imams qui viennent, qui sont détachés ici, depuis quelques années, ils passent des examens, et notamment des examens en français. Ils suivent des cours des cours continus sur la laïcité, sur ce qui se passe, l'histoire de la France, etc. Pour que, quand ils viennent s'installer en France, ils savent ce qui se passe. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand on vient poser des questions à un imam, parfois il pose des questions ici avec l'esprit de là-bas. Donc il faut absolument qu'il sache ce qui se passe ici pour pouvoir répondre aux jeunes qui ont beaucoup de questions à se poser avec l'esprit d'ici. Parce que si l'imam n'est pas là, si l'imam ne répond pas, vous savez que, comme on l'appelle aujourd'hui le plus grand imam de France, le plus grand imam de France, c'est Google, on va chercher, on va demander à cher Google, et ça c'est un autre problème sur lequel on va peut-être discuter aujourd'hui. C'est très très difficile de rivaliser avec les réseaux sociaux, c'est très difficile de rivaliser avec les sites web, les sites internet. Il y a des banques de fatwa, il y a des télémouftis, il y a des cyberfatwas, c'est très très difficile, et c'est pourquoi l'imam, la compétence de l'imam aujourd'hui, c'est très très important que les imams soient compétents dans tous ces domaines. Ah oui, mais il y a deux instances là qui vous avez précédé. C'est une instance plus ancienne, c'est le Conseil européen de la fatwa, et puis un conseil plus récent, le Conseil théologique des musulmans de France, qui date de la création de l'instance de dialogue, je crois. De 2 ans à peu près, ouais. Oui. Alors comment vous allez... On n'est pas du tout dans le même état d'esprit.
Le Conseil européen de la fatwa s'est spécialisé dans les fatwas. Fatwa, c'est les avis juridiques circonstanciés, qu'il ne s'exprime que quand il y a une question qui se pose aux musulmans. Je dis n'importe quoi, la PMA, est-ce que la PMA, la procréation médicalement assistée, est-ce qu'elle est conforme aux valeurs de l'islam ou pas? Qui s'exprime sur ça? Des conseils, comme d'ailleurs il s'est exprimé sur ça, comme il s'est exprimé sur le don d'organes. C'est des réponses aux questions d'actualité. Il ne s'occupe que de cela. Le conseil qui a été créé récemment, Conseil théologique des musulmans de France, la même chose. Il s'occupe, par exemple, aujourd'hui, on a reçu il y a 2 jours, par exemple, il y a 2 jours seulement, on a reçu, ils ont déjà fixé la date du premier jour du mois de Ramadan, et à la fin du mois de Ramadan, ils militent pour qu'on s'appuie sur le calcul scientifique pour déterminer le premier et le dernier jour du mois de Ramadan. Nous, ce n'est pas du tout ça. Nous, c'est l'organisation des imams du département du Rhône. D'ailleurs, dans la charte... le fait d'ajouter théologique, dans la charte, vous empiétez un peu sur leur place-bande. Dans la charte que vous avez, nous avons constitué 5 commissions au sein de ce conseil théologique. La première commission, c'est celle de la formation, pour aider justement la formation des imams. Et ce n'est pas seulement la formation des imams, la formation des cadres religieux. Il y a des aumôniers qui interviennent dans les prisons, il y a des aumôniers qui interviennent dans les hôpitaux, il y a des aumôniers qui interviennent dans l'armée. Ces aumôniers, ils doivent avoir aussi une formation. Moi, je suis intervenu dans le passé dans les prisons, et c'est vrai que quand vous êtes en face de détenus, ils ont 1001 questions à poser. Si vous n'avez pas les compétences qu'il faut, c'est très très difficile d'encadrer des détenus qui peuvent avoir des questions qui peuvent aller dans tous les sens. Ensuite, il y a la commission des fatwas. Ça, c'est une commission aussi. On essaye de répondre. Et quand on dit fatwa, c'est pas forcément qu'on va créer des fatwas. On va peut-être choisir parmi toutes les fatwas qui existent, celle qui correspond le mieux au contexte dans lequel nous vivons. Mais aussi, il y a des commissions de manasik, c'est-à-dire les rites. Vous savez, à Lyon, aujourd'hui, par exemple, à Lyon, je parle que de la ville de Lyon, et c'est la métropole de Lyon, il y a 4 calendriers différents concernant la prière, les 5 prières. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il y ait 2 mosquées qui sont à quelques centaines de mètres l'une de l'autre et qui adoptent 2 calendriers différents? C'est d'autant plus anormal qu'ils appartiennent tous au rite malékite, parce que vous avez un point ici, la diversité des écoles de pensée. Majoritairement, c'est le rite malékite. Voilà, il n'y a pas de conflit doctrinaux. Et pourtant, il y a des querelles de chapelle. Enfin, puisqu'elle est turque avec nous, il y a un peu le rite hanafite aussi, mais l'immense majorité, très minoritaire. Voilà, oui. L'immense majorité des mosquées sont de rites d'obédience malékite. Donc, ce n'est pas normal. Parmi les choses qu'on va demander justement à cette commission, c'est de faire en sorte qu'il y ait un seul calendrier. Et la question se pose d'autant plus qu'on est à la veille du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est annoncé pour le 15 mai. Et le mois de Ramadan, souvent, les imams sont insultés parfois. Il y a 2 mosquées, l'une affiche l'imsak à 5 h du matin, l'autre l'affiche à 5 h 30. Est-ce que suit celle-ci, on suit celle-ci? Et moi, je me mets à la place des fidèles qui sont complètement déboussolés, ils ne savent pas vers qui se tourner. Et ça, c'est une question qu'il faut régler le plus rapidement possible. Il y a la question de Zakat al-Fitr aussi. Hein. Ah oui, ça, Zakat al-Fitr, il faut qu'on y revienne longuement après la pause. Depuis 20 ans, moi, depuis que je suis dans une mosquée, en tout cas depuis 2000, je ne parle pas avant quand on payait la Zakat al-Fitr en France, je ne me rappelle même pas combien on payait en France, je pense que c'était 50 francs à l'époque, si mes souvenirs sont bons, mais depuis 2000, 18 ans, Zakat al-Fitr, elle est 5 €. Ce n'est pas normal qu'elle n'évolue pas. Donc, c'est des questions qui se posent. Je ne demande pas à ce qu'elle change tout de suite, mais il faut requalifier peut-être le montant de Zakat al-Fitr. La proposition faite au moment où on veut faire main basse sur la Zakat al-Fitr pour créer un compte, là, comme l'ont proposé les 41 l'an dernier, ce n'est pas innocent comme proposition. Non, mais moi, je suis, mis à part tout ça, le fait de revoir le montant de Zakat al-Fitr, c'est une question qui se pose depuis longtemps. Moi, je ne suis pas dans ces
je ne vais pas dans ces calculs, mais la question se pose. Est-ce que c'est normal que depuis pratiquement 20 ans, le montant de Zakat al-Fitr n'a pas évolué, sachant que dans des pays comme l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, chaque année, les ministères des Waqf ou les ministères des Affaires religieuses mais en Algérie, revoient les montants de vous Zakat. voulez prendre la Zakat al-Fitr à l'époque pour la donner aux Palestiniens. Le Conseil supérieur islamique s'y est opposé en rappelant le hadith qui dit que c'est Zakat ou Yaoumiha, qui est destiné aux pauvres les plus proches de l'immeuble ou du quartier. Bien sûr, ça c'est... Donc les 41 qui sont en général des musulmans sans islam et qui veulent mettre leur grain de sel, ce grain de sel peut devenir un grain de sable s'il provoque des troubles dans les mosquées en disant pour ne rien vous cacher, votre zakat. Alors on a épuisé la première partie du temps, donc on reprendra ce débat, les principaux points après la pause. Inch'Allah, avec plaisir. Merci.